Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. En seulement une semaine, plus de 1000 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la Covid-19 et plus d'une cinquantaine de décès supplémentaires ont été enregistrés. Ce rebond de cas de contamination est dû au relâchement de la population et au non-respect des règles de prévention et de protection, ainsi que la reprise des activités économiques et sociales, estiment les spécialistes. Pour le ministre de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, un durcissement des mesures sanitaires n'est pas à exclure en cas d'une nouvelle hausse dans le nombre de nouveaux cas de coronavirus. La crainte d'une recrudescence du nombre de cas dans les prochains jours inquiète également les parents d'élèves à la veille de la rentrée scolaire et de l'arrivée également de la grippe saisonnière. On fera le point de la situation ce soir avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Madame Jamila Kourta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisée en santé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Docteur Mohamed Yousfi, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de Bouferric. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Alors, on l'a vu ces derniers jours, on ne parle plus que de cette hausse légère, modérée, on va dire, des cas de contamination dus au Covid-19. Faut-il s'inquiéter? Faut-il craindre une deuxième vague ou c'est trop tôt encore pour en parler, docteur Yousfi? Donc, merci pour l'invitation et bonsoir pour vos téléspectatrices et téléspectateurs. Faut-il craindre une deuxième vague? On n'est pas encore à la deuxième vague. On l'avait dit à plusieurs reprises, en Algérie, on est encore, on va dire, vers la fin de cette première vague qu'on avait entamée donc, depuis plusieurs semaines en termes de diminution des chiffres. Mais c'est clair que à tout moment, comme dans tous les pays du monde, on a vécu ça au mois d'avril aussi à la Pléo. Oui. On avait donc entamé la décrue et malheureusement, donc le non-respect des mesures barrières vers la fin de Ramadan et les premiers jours de l'Aïd de Srir, donc a fait flamber l'épidémie. Là, on était sur une diminution même, si on avait dit, lente. C'était de 5, 6 jusqu'à une dizaine de cas par jour depuis plus d'un mois, avec donc une reprise qui est quand même, on va dire, il ne faut pas oublier qu'on est passé d'une 130 à peu près à plus de 200 en l'espace d'une semaine. Autant ça a diminué peu, autant ça a augmenté rapidement. Il faut rester en alerte. C'est clair qu'il faudrait d'abord qu'on s'assure de cette augmentation parce qu'on a toujours dit ce n'est pas sur 2 jours, sur 3 jours, il faut une semaine et plus. Elle se maintient actuellement, on va voir les chiffres d'aujourd'hui, se maintient autour de 200, ce qui nous, j'allais dire, inquiète, parce que ce qui nous inquiète, ce n'est pas les chiffres. Hein. Donc, ce n'est pas le fait, c'est ce relâchement, comme vous l'avez dit, important qu'on a vu ces derniers temps. Et l'augmentation ces jours-ci, elle est due à des cas de mariage. On a plein de familles dans le service, donc aussi la même famille dans un mariage. C'est donc les personnes donc, qui sont dans les cafés, dans les restaurants, etc. et qui ne se protègent pas. Et automatiquement, ce relâchement qui est important et relâchement aussi bien, j'allais dire, excusez-moi aussi de le dire, relâchement des citoyens, mais aussi relâchement dans le contrôle aussi. Parce que donc, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau des commerces, des employeurs, contrôlent moins ou je ne dire pas du tout, au niveau donc, des services de sécurité, je vous dis, des cortèges entiers passent devant, on les voit ces derniers jours, devant des barrages et on ne dit rien. Alors qu'ils sont toujours maintenant, j'irai plus loin, celui qui est avec un masque, on a l'impression que c'est un extraterrestre, donc lorsqu'on le voit dehors, tout le monde est sans son masque. Il y a encore des gens réfractaires au port du masque et aux mesures barrières. Attendez, il faut faire la différence. Les réfractaires, ils en existent depuis le début. Oui. Ça, on le sait. Dans tous les pays du monde, et particulièrement en Algérie. Des gens il y a le déni, qui ne croient pas du tout à la maladie et qui ne veulent pas pour différentes raisons. Mais devant la gravité, la peur, mois de mars, mois d'avril, mois de mai, donc quand même, il y a une certaine part de la population qui mettait ce masque. Mais depuis qu'il y a une diminution, donc, et surtout, la population était peut-être rassurée avec une communication aussi un petit peu, disons, pratiquement de certaines déclarations. On parlait même de situations maîtrisées à un certain moment. Maîtrisées, donc là, écoutez, comme on dit, et donc
nous, en tant que professionnels de la santé, on le vit, on le voit. Et donc là, nous, ça fait 8 mois à Bouvarik depuis le premier cas qu'on a. Et vous craignez de reprendre encore une nouvelle fois une deuxième vague? Les personnels sont à plat. Et on a commencé un petit peu à respirer il y a une quinzaine de jours. Chez nous, par exemple, l'hôpital était à moitié vide il y a 10 jours. Depuis une semaine, ça a augmenté. On va parler de la situation des hôpitaux dans un moment. On va rester avec ce relâchement. Vous avez dû le constater, Djamila Kourta, depuis l'été. Déjà, l'été, avec l'ouverture des plages, on a vu une recrudescence des gens dans les centres de loisirs. On voit les aires de jeu où les enfants grouillent de monde aussi. Il y a eu un véritable relâchement aujourd'hui qui pourrait expliquer ces chiffres aujourd'hui. D'ailleurs, les spécialistes le prévoient à chaque fois quand il y a une levée sur certains espaces de confinement, par exemple. Et on a toujours prévu une augmentation des cas. De toutes les façons, on attend toujours 15 jours. Le docteur Yousfi, à chaque fois, il le dit. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ce qui a un petit peu peut-être encouragé ce relâchement, c'est le fait d'avoir une tendance baissière qui a été quand même maintenue pendant plus de 3 semaines, ou 4, voire 4 semaines. Donc c'est une tendance baissière qui nous rassurait d'un côté, où beaucoup de personnes ont effectivement perdu ce réflexe de se laver les mains, de mettre le masque, d'ailleurs la distanciation. Donc n'est pas respectée, ça, par exemple, l'organisation des mariages, on voit un peu tous les cortèges qui sont ici à Alger, par exemple. Les regroupements familiaux ont repris. Et ça, je pense que ça a été un peu une des causes aussi de cette nouvelle hausse. Et on s'attend aussi, j'imagine, docteur Yousfi, on s'attend aussi à une nouvelle hausse avec l'ouverture des écoles à partir du 21, donc dimanche. Dans 2 jours. Dans 2 jours. Voilà. Et puis l'ouverture des mosquées, bien sûr, à partir du 6 novembre. Bien que les mosquées, il y a eu quand même une ouverture, mais je pense avec la limitation du nombre de personnes, la limitation des horaires de prière, ça a été quand même, et ça a été très très bien respecté au sein des mosquées. Maintenant, espérons que ça va être pareil, mais n'oublions pas que l'université aussi est un des foyers les plus importants. Ce sont surtout ces lieux de regroupement à forte densité qui risqueraient justement de... Il est difficile aujourd'hui, on l'a vu, de faire respecter ces mesures de distanciation et d'hygiène, que ce soit pour les écoles ou pour les universités. Alors, est-ce qu'il y a à craindre qu'il y ait une deuxième vague? Est-ce que le virus, finalement, avant d'arriver à la deuxième vague, ces derniers temps, on a parlé de cas de contamination assez faibles, du nombre de décès qui a baissé. Est-ce que le virus en lui-même a muté? Est-ce qu'il a baissé en virulence ou pas? Non. Vous savez, il y a plusieurs hypothèses, beaucoup de spécialistes, des souches différentes. Donc le problème, ce n'est pas dans la virulence. Donc ça a été déclaré par les spécialistes du Pasteur qu'il n'y a pas cette mutation. Mais ce qui donc changeait chez nous ou ailleurs, c'est qu'avec le déconfinement, je rappelle encore une fois que le déconfinement est obligatoire. On passe par une phase de confinement qui est obligatoire pour casser la chaîne de transmission, mais après un certain moment, il faut revenir du point de vue sanitaire, économique, social au déconfinement. Mais il faut reprendre une vie normale. Accompagner obligatoirement avec les gestes barrières. Des gestes barrières. Vie normale. Non, avec les gestes barrières. C'est que les citoyens comprennent. Il faut qu'on revienne à la vie en intégrant le virus. Il faut apprendre à vivre avec. Voilà, c'est plus juste. Ce n'est pas... non, parce qu'actuellement, beaucoup disent... Ils se comportent comme avant le 29 février, avant le premier cas, comme il n'y a plus rien. Et on avait dit depuis 7 mois, il n'y a aucun problème de vivre normalement avec ces mesures barrières, donc de mettre le masque là où il faut le mettre, de se laver les mains, et ça nous protège pas uniquement contre Corona, contre toutes les maladies mensales, la distanciation, et là on peut le faire. Donc automatiquement, lorsqu'on déconfine, et j'arrive justement à la rentrée, donc ça ne pose pas de problème à condition donc d'avoir donc ces mesures barrières. Bien sûr, il peut y avoir des petits foyers, il peut y avoir comme dont on parle, mais c'est contrôlable. Mais donc le reconfinement n'est pas envisageable pour l'instant. Il n'est pas envisageable pour l'instant. Il ne sera pas envisageable. D'identifier les clusters peut-être. Il ne sera pas envisagegeable si on assure donc le respect en grande partie de ces mesures barrières. Bien sûr, les clusters, comme je vous ai dit, ça peut exister dans n'importe quel pays. Mais pour limiter ça
et pour qu'on puisse faire donc bien contrôler ces agresseurs, il faudrait que ces mesures barrières soient appliquées. Donc, vous avez parlé de la rentrée scolaire, on est aussi au niveau de l'université, la rentrée universitaire, donc la balle est chez nous, c'est-à-dire chez le citoyen et chez les responsables, donc soit de l'enseignement supérieur ou de l'éducation, à travers la mise en application. Non, la sensibilisation, on le fait tous, mais surtout la mise en application et veiller à la mise en application. Je disais tout à l'heure, le citoyen, on le sensibilise, on n'est pas en train de lui faire peur, mais on lui explique. Mais le citoyen aussi, il y a des limites dans tous les pays du monde, il y a des garde-fous, et donc les pouvoirs publics doivent intervenir pour faire appliquer ce qu'eux ont décrété, donc par décret. Et donc là, ça c'est pour le pouvoir public. Maintenant, au niveau de la faculté, de l'université ou de l'école. Oui, parce qu'il y a l'école dans 2 jours et beaucoup de parents sont très inquiets. Hein. On le voit sur les réseaux sociaux, ça bouge. Certains refusent même d'envoyer leurs enfants par crainte. Alors, est-ce que les enfants, entre eux, se contaminent? Quel est le risque pour l'enfant? Le risque, il est nettement moins important que chez l'adulte. Ça a été, effectivement, les premières semaines, lorsqu'on avait donc, le Covid, on disait que les enfants étaient très contaminants. Donc, c'est faux. Donc, les enfants, donc, d'abord, font le plus souvent donc, des formes symptomatiques exceptionnelles, etc., qui font des formes avec des symptômes. Deuxièmement, donc, ces enfants représentent un pourcentage, même pas de 1%, donc, au niveau mondial, donc, des cas donc, de Covid d'une manière générale. Et ces enfants, donc encore une fois, le problème, donc, ce n'est pas... ne se le transmettent pas entre eux. C'est plus l'adulte qui est en danger. J'ai pas dit que ils se le transmettent, mais c'est pas la même transmission qu'on a chez l'adulte, qui est totalement différente, premièrement. Le problème qui se pose, ce n'est pas que les enfants se contaminent entre eux, mais le problème, c'est que les enfants se contactent, par exemple, les personnes, le corps enseignant, ou bien leurs parents et les personnes enseignantes qui ont probablement des maladies chroniques qui pouvaient être fatales quand même, qui risquent d'être fatales pour eux. C'est-à-dire que l'enfant, donc lorsqu'on le met, tant qu'il est isolé, le problème ne se pose pas dans le milieu familial. Lorsqu'on le met dans un milieu et on n'assure pas donc à ce moment-là ces mesures barrières, à ce moment-là, il pourrait être donc un vecteur. Donc, et à ce moment-là, lorsqu'il revient chez lui, donc il peut être contaminé et contaminer à ce moment-là surtout donc les sujets âgés qui peuvent vivre avec lui. On va essayer d'être pragmatique, hein, docteur Yousfi. On parle de mesures barrières depuis quoi? 7 mois, 8 mois maintenant depuis l'apparition du Covid, de la Covid-19. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que dans l'école, on peut réellement imposer ou faire appliquer ce protocole sanitaire chez les enfants? C'est-à-dire que le risque va en augmentant. Là, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du nombre de cas de contamination dans les prochains jours avec la rentrée scolaire. Écoutez, là, vous me posez une question un peu... Mais là, on est algérien, on connaît... Donc là... Mais c'est dans le monde, hein, on le voit. C'est-à-dire que les protocoles sanitaires sont difficilement applicables. Oui. Moi, je parle de l'Algérie. Donc là, je parle des conditions de l'école algérienne et de l'université. C'est-à-dire qu'il faut une vigilance incroyable. J'ai vu comment c'était appliqué au niveau de l'université. Non, parce que entre la problématique, écoutez, la problématique entre mettre un protocole sanitaire sur papier et mettre en application, il faudrait que les moyens soient mis. Donc, et là... il faudrait des contrôles peut-être plus sévères. C'est pas de contrôle. Les moyens, c'est-à-dire qu'il y ait donc le port de masque. Et encore là, on peut discuter. Pour les enfants, oui, on va en parler. Parce que le port de masque, il faudrait qu'il y ait la distanciation, surtout. Même le problème, c'est peut-être pas au niveau de la classe, mais dans les cours de récréation, il faudrait qu'il y ait les moyens donc de se laver les mains, donc le gel. Et là, il faudrait que l'éducation et les pouvoirs publics, surtout les collectivités locales, parce qu'il ne faut pas oublier que la rentrée de mercredi, c'est les écoles primaires. Oui. Elles sont gérées par les collectivités locales pour tout ce qui est déjà eau, hein, parce qu'on n'a pas toujours de l'eau qui est disponible dans les écoles. Il faudrait bien donc sensibiliser. Là, les enseignants sont sensibilisés et on rassure les enseignants, on rassure donc les parents qui ont aussi un rôle important d'accompagner les enfants parce qu'ils les ont déjà habitués à ces mesures barrières avant et les accompagner, les rassurer. Mais le seul souci, il faudrait que les moyens soient mis pour ce protocole sanitaire.
Parce que si on n'a pas les moyens, on a beau dire donc, à l'enseignant d'appliquer, mais s'il n'a pas l'eau au niveau de l'école, s'il n'a pas... En fait, les protocoles sanitaires, qu'ils soient pour l'éducation nationale, que ce soit pour l'enseignement supérieur, ils sont irréprochables. C'est des protocoles cadres qui sont faits de manière très précise. Moi, j'ai eu à travailler sur le protocole sanitaire pour l'université et pour l'éducation nationale. C'est très bien beau, mais faudrait-il les mettre en application? Avoir les moyens de sa politique. Ça, c'est un petit problème. Par exemple, quand il vous parle de distanciation, où ils doivent mettre 15 élèves par classe, sachant que nos classes, chez nous, notamment dans le primaire, ils sont très, très chargés. Par exemple, on a 30-35 élèves, donc ce serait très difficile d'avoir des élèves dans chaque classe, il y a 15 élèves. Ils ont opté pour la double vacation qui pourrait éventuellement Alors on parle de double vacation, on parle de sous-groupes, etc. Pour le public, mais moi je voulais juste peut-être un peu plus simple, privé. Voilà, c'est en termes d'organisation. Oui, en termes d'organisation, ça relève de l'éducation. Ils ont un plan, ils ont une stratégie, mais en termes sanitaires, ce qui va poser problème, c'est ce point le plus important qui est le lavage des mains, qui doit se faire de manière systématique pendant toute la journée, sachant que nos écoles, on n'a pas de l'eau courante, on n'a pas souvent des espaces dédiés, pour le faire. Donc je pense que le problème est à ce niveau-là, et de toute façon, ça a été un aveu des directeurs des établissements qui avaient posé ce problème. Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas les moyens de l'appliquer à la lettre. Et il est de même pour les universités. Maintenant, les universités sont adultes, à la limite, ils sont plus sensibilisés, plus conscients. Mais chez les enfants de 6, 10 ans, c'est quand même, si ça va pas poser un protocole, des horaires bien précis. Et je voulais aussi rajouter un autre point, c'est par rapport à la contamination. Moi, je trouve que les enfants, je pense que ça ne posera pas de problème. De toutes les façons, avant la rentrée scolaire, ils sont dans les jardins, ils sont dans les quartiers, ils sont en train de jouer, ils sont tous ensemble. Donc, à la limite, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, s'il y a effectivement une flambée, peut-être ça pourrait poser problème par rapport aux enseignants. Alors justement, s'il y a contamination aujourd'hui au niveau scolaire, Dr Yousfi, quel serait le meilleur protocole à suivre? Est-ce qu'on va confiner la classe? Est-ce qu'on va confiner l'école? On ne parle plus de confinement général. Il n'est pas question d'y revenir parce que cela a eu des conséquences sur un autre plan, psychologique peut-être sur l'enfant qui a été enfermé. Le protocole sanitaire les prévoit, les prévoit en cas de cas contaminés, etc. C'est ça. Donc là, mais là, effectivement, dans d'autres pays, lorsqu'on a commencé avec les rentrées scolaires, donc dès qu'il y avait un cas, c'est toute l'école qui était fermée. Mais après, des études ont montré que ça ne servait à rien, que là, il faudrait donc aller autour donc du cas, et au maximum, c'est la classe au maximum, donc qu'on prend comme qu'on ne confine pas, toute l'école. Non, pas toute l'école. Aujourd'hui, on pense à l'intégration sociale, à l'aspect psychologique. Mais le problème qui se pose chez nous aussi, c'est le problème quand il y a un cas contaminé, c'est cette obligation d'aller tracer et tous les cas. J'imagine que ça se fait dans certains cas, mais pas tout le temps. Peut-être aussi que nous n'avons pas aussi assez de moyens pour le faire. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui même le décompte qui est fait par le conseil scientifique tous les jours, quotidiennement. Enfin, moi, personnellement, j'imagine que ce n'est pas le vrai chiffre de manière claire. Il n'y a pas assez de dépistage, et puis il y a des personnes asymptomatiques également. Il n'y a pas beaucoup de cas dépistés. Enfin, il n'y a pas de cas. La PCR n'est pas systématique chez tout le monde. Donc, ceux-là, j'imagine que ce sont qui sont... Elle reste très chère au privé. Voilà, c'est les patients qui sont dépistés, ceux qui arrivent avec des symptômes. C'est les cas graves qui s'orientent aujourd'hui vers les hôpitaux. Bon, lui, il va nous en parler. Mais le problème qui se pose, c'est le tour du cas contaminé qui reste encore un point d'interrogation. Est-ce que réellement on a les moyens de le faire remonter, pour chaque cas? Voilà. Normalement, ça se fait donc, depuis le début. Donc là, dès qu'on a... Après, qu'est-ce qu'on fait avec les cas contacts, ce qui est différent? Mais ça se fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un cas qui est déclaré positif, automatiquement, l'équipe du CEMEP remonte les pistes contacts. Elle va faire l'enquête autour du cas. Ça, c'est fait systématiquement. D'ailleurs, il faudra quand même rendre hommage à toutes ces équipes. Moi, j'en parle particulièrement dans la du Blida. C'est le cas même pour les cas bénins qui n'ont pas été testés PCR. Testé PCR. Non, je parle d'un cas confirmé PCR. Ceux qui n'ont pas été confirmés PCR, on les laisse tranquilles. Non, pas du... Ça,
on va donner je vais expliquer, on va donner des conseils autour du cas. Mais donc, lorsque les PCR positifs, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque quelqu'un, donc, on découvre qu'il a le Covid, particulièrement parce que ce que disait tout à l'heure, et je reviens dessus, c'est parce que tout simplement l'Algérie a fait le choix, donc dès le début, pour des raisons qui nous étaient imposées, hein, de ne diagnostiquer ou de ne dépister que les formes symptomatiques en dehors des 20 premiers jours, 23 premiers jours chez nous, à Boufariki, dans la wilaya de Blida, où on dépistait systématiquement les asymptomatiques et auto-asymptomatiques, parce qu'à l'époque, en termes stagiaires, on n'était pas à la phase 3. Oui. Et donc, tous les asymptomatiques, tout le monde était dépisté. Tout était dépisté et ils étaient hospitalisés. À partir du 23 mars, avec la phase 3 et la transmission donc, du virus qui s'est propagé, à ce moment-là, on ne dépiste que les cas sévères, cas symptomatiques qui viennent à l'hôpital. Et lorsqu'on a un PCR sur ces cas, l'équipe se déplace, autour du cas envoie. Les personnes qui sont symptomatiques, on les dépiste, on leur fait des PCR, on l'envoie, donc on les envoie à l'hôpital éventuellement s'ils sont des formes sévères et on les dépiste. Les personnes qui sont asymptomatiques, on ne les dépiste pas, mais on leur demande donc de rester, de se confiner. C'est-à-dire, je parle de l'entourage proche, c'est-à-dire dans la même chambre, dans le même bureau, et donc là, c'est un confinement donc qu'on le fait, mais on ne dépiste pas. Pourquoi? Les raisons, tout le monde le sait. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas assez de kits de PCR pour faire un dépistage large. Déclaration du directeur général de l'Institut Pasteur. On est à 200 et quelques mille depuis le début. Il y a des pays qui font 200 000 par jour actuellement. Oui. Donc là, c'est un choix. Pour les raisons, et on a vécu nous ça, cette difficulté vers fin mars, où on avait une pénurie de kits PCR qui nous a posé beaucoup de problèmes. Il faut se préparer, là, avec l'arrivée de la grippe saisonnière. Et donc, il y a ça. Et deuxième problème, donc il y a les kits, donc on n'a pas... Non, il faut dire, parce que les citoyens se posent la question, pourquoi au Maroc, il y a 5000, pourquoi au Tunisie, il y a 2000? Tout simplement parce que des kits, plutôt là... Il y a plus de dépistage. De dépistage qui c'est beaucoup plus large, même si c'est beaucoup plus large, c'est en Arabie Saoudite, c'est 20 000, en France maintenant c'est 200 000, et... Nous, on ne fait pas ça. On ne fait que les personnes qui se déplacent, symptomatiques. Et qui se déplacent aux hôpitaux également. Symptomatiques, c'est-à-dire, donc, on va les déplacer à ce moment-là, on va faire la PCR, etc. Donc, c'est une grande différence. Ce qui fait que les cas qu'on a, c'est les cas qui ont des symptômes. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de cas qui sont en train de circuler. Et d'où l'intérêt des mesures barrières de ne pas se relâcher. Le deuxième point, si vous permettez, c'est les kits. Et le deuxième point, c'est le laboratoire. Il faut le dire aussi, on n'a pas assez de... Quelles que soient les déclarations qui ont été faites, il y a très peu de laboratoires on n'a pas assez de laboratoires au niveau national. La preuve, lorsque l'explosion donc, du mois de juin-juillet, on avait des résultats, y compris l'Institut Pasteur, donc, que je salue donc, tout le travail qui fait par les gens, mais ils étaient débordés, ils avaient jusqu'à 10 000 prélèvements par jour l'Institut Pasteur, et les résultats mettaient 8 à 10 jours. Alors vous imaginez si on fait le dépistage systématique, où donc il faut qu'on ait des centaines de milliers de kits qui soient disponibles, et il faut qu'on ait des laboratoires dans toutes les villes, et mais là, on est à la veille de l'hiver. C'est ça qui montre un petit peu la faiblesse de ce tracing qui n'est pas fait, parce que sachant que même si j'ai un cas confirmé qui arrive à l'hôpital, je le confirme positif, et quand je vais faire le tour dans sa famille, que je trouve des cas positifs, des cas asymptomatiques, c'est pas toujours évident de leur faire la PCR. Donc automatiquement, c'est des gens qui échappent un peu au contrôle et qui échappent au pour les personnes les plus conscientes, elles se confineraient. Pour les autres, c'est pour ça un peu chez nous, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas ce nombre de 10 000 cas par jour ou de 2 000 cas par jour. C'est parce qu'on se limite aux personnes qui sont symptomatiques et qui se présentent à l'hôpital, bien que, il faut préciser, docteur Yousfi, il y a d'autres personnes qui se présentent à l'hôpital avec des symptômes
symptômes légers, symptômes et suspects, enfin donc des cas suspects de Covid, à qui on passe le scanner et qu'on met sous traitement systématiquement sans qu'on passe à la PCR, des fois parce qu'il n'y a pas. Ou bien... Et c'est seulement les cas PCR qui sont comptabilisés. Absolument. Dans ou bien ce sont les malades qui arrivent avec une petite fatigue. Peut-être les médecins lui disent, oui, vous êtes un cas suspect, on lui donne un traitement, on lui dit, vous êtes une forme bénigne et vous rentrez à la maison. Aujourd'hui, on l'a compris, hein, le Covid, voilà, la Covid, pour être plus juste, s'est propagée de manière beaucoup plus exponentielle depuis le mois de juin. On a eu des cas de forme asymptomatique, légère, où les personnes ne sont pas contaminées. Maintenant, il va y avoir cette saison de grippe qui va arriver, c'est-à-dire que tous les symptômes se ressemblent aujourd'hui. On peut pas, il y a une confusion entre les deux maladies. Comment aujourd'hui réagir face aux symptômes? Comment savoir est-ce qu'il faut se traiter comme étant Covid? Ah non, donc là, sachant que les symptômes sont... On a les moyens de faire la différence sans passer par le test PCR? Non, il faut passer par un test. Là, il y a des petites astuces qu'on a, mais assez souvent. Donc, par exemple, dans le Covid, il y a la fièvre qui vient. C'est important. Rapidement, alors c'est d'abord la toux. Mais là, dans la majorité des cas, c'est difficile, surtout en période automnale et surtout hivernale, lorsqu'on va avoir, parce qu'il faut, la grippe, c'est à partir de début décembre, donc la saison de la grippe, c'est difficile. Et c'est pour cela qu'en période d'épidémie, tout syndrome grippal, jusqu'à preuve du contraire, donc on le doit considérer comme Covid. Oui. Maintenant, pour diminuer de cette problématique, il y a d'abord la vaccination antigrippale, et on est à la veille. J'espère qu'elle sera, sera disponible rapidement, parce que on est un peu en retard cette année, parce que d'habitude, la mi-octobre, on commence la vaccination antigrippale. Donc on attend. Cette année, c'est encore plus important que les années passées de se faire vacciner, particulièrement les groupes à risque. Les groupes à risque, c'est les personnes âgées, c'est les malades chroniques, c'est la femme enceinte, les enfants en bas âge, c'est le personnel. On ne généralise pas aux jeunes adultes? Non, je vous dis, sera toujours le même protocole. Non. N'importe quel citoyen peut faire, bien sûr, la vaccination. Mais je vous ai dit, ceux qui sont prioritaires, c'est ceux-là, et aussi en fonction, bien sûr, du nombre de vaccins qu'on ramène, mais les prioritaires, c'est ceux-là. Je dis aussi les professionnels de la santé et tout ce qui est service de sécurité, parce que là, avec les casernes, etc., donc là, on doit cette année obligatoirement insister sur cela. Ça permettrait à ce moment-là de couvrir, de protéger ces personnes contre la grippe et après, le corona. Parce qu'on ne sait pas, c'est un grand point d'interrogation. Comme la deuxième vague, là aussi. On reste toujours dans l'inconnu aujourd'hui avec cette maladie. Selon les recommandations de l'OMS, de toutes les façons, elles ont toujours été dictées. C'est beaucoup plus, surtout cette année, les personnes portant les maladies chroniques qui sont le plus exposées à des cas, si à Covid, une forme sévère. Et puis après, le personnel de santé qui vient en premier lieu. Et puis après, les femmes enceintes, je crois. C'est ça les trois. On a beaucoup perdu dans le personnel, malheureusement, dans le personnel de la santé. Les recommandations de l'OMS, c'est d'abord personnels de santé qui sont exposés, les personnes âgées, les personnes âgées, et après, ils ont des priorités. Et juste après viennent les personnes, donc maladies chroniques, bien sûr, femmes enceintes, etc. Mais là, je vous disais, c'est important parce que après. Donc, pardon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai perdu un petit peu le fil. Je disais, lorsque les prévisions, on ne sait pas concernant la deuxième vague, mais on ne sait pas aussi quelle va être cette, j'allais dire, concomitance de la grippe avec le Covid. Qui c'est qui va l'emporter? Est-ce que le Covid va... Ce qu'on a vu, encore que l'épidémie a commencé vers la fin
de la Covid a commencé vers la fin de l'épidémie de grippe. Donc, on a constaté qu'on avait moins de grippe au mois de février, au mois de mars. Mais là, non. Là, on va commencer avec le début de la saison de la grippe. Il peut y avoir une plus forte virulence. Le virus pourrait accroître en virulence. On ne sait pas. Tout ça, c'est personne ne sait actuellement si on va avoir les deux avec la même virulence, si on va avoir la Covid qui va l'emporter, si on va... Justement, sur ce point-là, par exemple, dans l'hémisphère sud, par exemple en Australie et la Nouvelle-Zélande, où il y a eu le croisement des deux épidémies, donc il y a eu la grippe saisonnière et il y a la Covid en même temps. Et d'ailleurs, les virologues, d'ailleurs, docteur Derard l'a bien expliqué la dernière fois, où il avait dit que avec les gestes barrières, notamment le plus important, bien sûr, c'est le masque et le lavage des mains, on pourrait réduire l'incidence de la grippe saisonnière surtout sur la Covid qui pourrait justement prendre le dessus. Mais ça, il faut qu'on le... Justement, je disais tout à l'heure, il y a deux choses à faire. Parce que lorsque madame m'a posé la question, justement, à l'approche de la grippe, etc., qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit la première chose, c'est la vaccination. Voilà. Et la deuxième chose, parce qu'on a... C'est ce qu'on a comme arme, c'est ce qu'on a en attendant le vaccin contre le Covid. Et ce n'est pas pour demain, parce que c'est au moins pour nous, je dis bien, même l'OMS le dit, pas avant le premier trimestre 2021, si ce n'est pas le premier semestre. Parce que on suit beaucoup, ça a été politisé par Trump et compagnie, donc ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Mais même la fin de l'année, s'il y a les premiers vaccins, ce n'est pas pour nous. Ce sera donc pour les pays qui ont mis déjà des milliards de dollars. Et donc déjà, le côté scientifique, la phase 3... Mais l'Algérie avait négocié avec la... pour avoir la phase 3 ne va se terminer que vers la fin de l'année, fin novembre jusqu'à mois de décembre. Et après, le temps de fabriquer, etc., ça va aller au premier semestre. Donc je disais, le vaccin de la grippe... et les mesures barrières. Et ces mesures barrières nous protègent contre toutes les viroses, le masque, et la vagin, y compris la grippe, le Covid, et contre tout ce qui est maladie dimensale. Donc tout ce qu'on demande aux citoyens, justement pour éviter toutes ces appréhensions concernant la grippe, etc. On a une mauvaise habitude avant le Covid. C'est que les gens grippés partaient, travaillaient, sans se couvrir, sans en masque, sans être donc en arrêt de travail, sans se laver les mains. Et bien, il n'est plus question de refaire ces mêmes comportements, de reproduire ces comportements. Oui, parce qu'on insiste beaucoup sur cette cohabitation de toutes les façons, parce qu'il faut cohabiter avec le virus tout en continuant à vivre normalement. Mais l'important, c'est le respect de ces mesures barrières. Difficile aujourd'hui à appliquer pour tout le monde. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Docteur Yousfi, un état des lieux sur nos hôpitaux avec cette légère hausse. Nos services de réanimation sont-ils complets ou pas? Et face à toutes ces données qu'on vient d'évoquer, sommes-nous prêts pour attaquer, le cas échéant, une deuxième vague? Effectivement, la diminution, on l'a constatée depuis plus d'un mois à peu près, donc qui est nette, donc peut-être un peu plus en retard chez nous à Blida, donc, mais ça fait à peu près un mois. Les services, je vous disais, nous à l'hôpital, il y a une dizaine de jours, on était autour de 40%, ou des journées un peu moins de 40% d'occupation de lit. Et on est monté maintenant à 75-80%. C'est un indicateur. Oui, bien sûr. Donc là, c'est clair qu'on a commencé un petit peu, j'allais dire, encore et encore, chez nous, c'est un peu plus délicat au niveau de là où il est de Blida et surtout dans l'hôpital où on est, où une équipe est sur la brèche depuis 8 mois, non-stop. On a commencé un petit peu à avoir moins de pression au niveau des urgences, moins de malades hospitalisés, moins d'une dizaine de malades hospitalisés donc, avec PCR, parce que nous on fait systématiquement la PCR donc, au niveau de Bouvert. Il y avait des journées où on avait 5, 6. Et on est passé à 15, 20. Donc, en l'espace d'une semaine. Donc, on commence donc, à avoir cette augmentation qui est palpable pendant une semaine. Du point de vue réel, les chiffres nationaux, on était à 20, 22, on est à 36 hier. Donc, on n'est pas au stade, on n'est pas, j'allais dire, dépassé. Ça commence à... Mais il y a une crainte. Bien sûr qu'il y a une crainte parce que les équipes ne sont pas encore reposées. Dans quel état d'esprit, justement, se trouve le personnel soignant qui n'a pas eu de répit depuis le mois de février? C'est simple. Moi, je prends le cas. Pourquoi je prends le cas? Parce qu'on est peut-être la wilaya la plus touchée, avec l'hôpital le plus touché.
les équipes, pratiquement la moitié a été contaminée. Il faut pas l'oublier, que ce soit médecins, que ce soit paramédicaux, agents, etc. Donc là, n'ont pas encore eu le temps, même s'ils ont eu quelques jours, n'ont pas encore eu le temps de respirer. Et c'est pour cela qu'on insiste sur ce message par rapport aux citoyens, par rapport au pouvoir public, de respecter ces mesures barrières. C'est pour préserver ces professionnels de la santé, parce qu'ils ont le Covid, non pas que aussi le Covid, ils ont tous les autres malades, et ils ont, comme vous avez dit, une saison donc, qui va approcher la saison donc, de la grippe avec le Covid qui n'a pas encore disparu. Donc là, c'est un signal, on va dire, d'alarme par rapport à cette recrudescence. Ce n'est pas, j'allais dire un petit peu, on n'est pas dépassé. Et il ne faudrait pas aussi, comme on dit, faire peur à la population, mais les avertir qu'on est en train, tout ce qu'on a eu et gagné avec beaucoup de sacrifices, je l'avais dit tout à l'heure, de sacrifices parmi les citoyens, en termes de décès, en termes de contaminés, parmi le personnel de la santé, on est en train, donc, il faut le consolider, cet acquis, et ne pas le perdre. Justement, le recours aux mesures sanitaires, de nouvelles mesures sanitaires qui pourraient intervenir dans les prochains jours s'il y a augmentation, justement, est un des moyens de soulager l'hôpital, de soulager les équipes. À l'ordre aussi, justement, c'est surtout la conscience de la population. C'est surtout soulager les services de santé, parce que si on essaye de mettre, par exemple, au fait, l'essence même du confinement, c'est quoi? C'est pour éviter que l'hôpital ne soit trop surchargé. On connaît nos Donc le recours à ces mesures, c'est un des moyens un peu de réguler le flux au niveau de l'hôpital. C'est pour ça qu'on revient souvent, d'ailleurs ça se fait actuellement en Europe où on craint une deuxième vague. Donc le plus important, c'est de reconfiner de manière partielle, même voire dans le monde, il y a des durcissements, des mesures même chez nous, partout en Europe particulièrement. Absolument, même chez nous, si on doit retourner à ce reconfinement qu'on appelle confinement total, il n'est plus question, le docteur Yousfi l'a bien expliqué, mais on peut revenir à ce reconfinement partiel, voire local, quand il y a par exemple des clusters ou bien des quartiers ou des villes. C'est le seul moyen pour justement laisser le personnel de santé et les services de santé travailler à l'aise et bien sûr prendre en charge ceux qui sont déjà dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réactif en fonction de l'évolution de l'épidémie. Il ne faudrait pas qu'on soit dans les deux extrêmes. On attend jusqu'à ce que ce soit la catastrophe. Absolument, et après on confine. Et lorsque on déconfine avec la diminution, les mesures barrières, relâchement total. Et ce qui se fait dans le... On n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Mais malheureusement c'est ça, vous l'avez bien dit. On n'a pas tiré les leçons. Et excusez-moi du terme, parce qu'on est dans une situation que nous envient beaucoup de pays autour de nous, malgré tous les dysfonctionnements dont on parlait tout à l'heure. Donc on est dans une situation épidémiologique qui normalement... Mais le citoyen doit être conscient j'allais dire, de cet avantage qu'il a par rapport à d'autres pays, et pour ne pas aller à la... Mais là, c'est le pouvoir public. Je regrette, le citoyen en fait... On communique, on sensibilise, mais là c'est le pouvoir public. C'est eux qui doivent veiller à travers les walis, à travers, donc, comme on avait dit. Donc, parce que les walis eux-mêmes ont cette autorisation d'intervenir dans leur propre wilaya. Ils ont toutes les données de la part des spécialistes, c'est-à-dire qu'on doit d'abord, avant des mesures de confinement localisé, d'abord via l'application des mesures barrières. C'est ça la première responsabilité des pouvoirs publics, des walis et des services de sécurité. Ce qu'on leur demande, s'il vous plaît, mettez en application. Après, c'est des décrets. Lorsqu'on met en application ça, et on va avoir des foyers de clusters. À ce moment-là, et on agit. Donc, il ne faut pas agir en localement, et on agit à ce moment-là au niveau local, c'est ce qui se passe. Le but, comme on dit jamais, le but c'est quoi? Le but final c'est quoi? C'est d'avoir le moins d'impact de l'épidémie en termes de contamination, de décès, de l'annonce. Et surtout, l'objectif, c'est qu'on est dans un système de santé. Il ne faudrait pas qu'on arrive à la saturation du système de santé. Et donc, on prévoit à l'avance, dès que ça commence, on va retomber dans la même crise qu'il y a encore en février. Le ministre de la Santé l'a bien dit hier,
il insiste sur la mise en application. Mais moi, je complète, excusez-moi, avec le ministre de la Santé, il faudrait aussi que le pouvoir public mette en application. Soit plus dur, oui, qu'il y ait durcissement. Soit plus présent. Et à partir de là, on va nous protéger, nous, en tant que professionnels de la santé, pour être prêts lorsqu'il y a une augmentation qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des augmentations comme au mois de mars-avril, qu'on prévoit et qu'on ne peut pas arrêter. Donc il va y avoir l'augmentation. Elle sera gérable. Mais si on laisse les choses comme ça et on ne met pas, c'est-à-dire des choses qu'on peut éviter. La campagne de sensibilisation la responsabilité ne relève pas la population seule. Ça, il faut qu'on le dise et qu'on le répète, parce qu'on a l'impression qu'on accable souvent la population. Mais cette population, il faut d'abord les informer, les sensibiliser, parce qu'effectivement, il y a eu de la communication, mais qui a été pas très, peut-être on n'a pas assez convaincu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a eu quand même une accalmie de 2 mois. On aurait pu, par exemple, faire un état des lieux, faire un rapport d'étape, par exemple. Voilà comment ça a été vécu pendant les derniers 7 mois, et puis en tirer les leçons, comme vous l'avez bien dit, tirer les leçons, et puis faire une feuille de route pour l'avenir. Parce qu'on sait que maintenant, les hôpitaux doivent reprendre leur activité. On ne peut pas continuer comme ça qu'avec la Covid. Il faut qu'on aille voir un peu toutes les pathologies que les malades attendent encore. Aujourd'hui, j'ai fait un tour dans un hôpital, c'était pratiquement vide, il n'y avait personne. Et pourtant, dans un grand service où vraiment, il y a un flux important habituellement. Et là, il faut on va arriver un peu à la conclusion. En termes de communication, je disais justement, nous, on essaie de faire le maximum, mais il n'y a pas que nous. Donc là, il faut que cette communication soit aux différents niveaux du quartier, de la commune, impliquer les associations, impliquer les imams, impliquer donc les radios locales, impliquer tout le monde, et surtout les associations de quartier, les pères, ce qu'on appelle nous les pères des jeunes, donc dans des associations. Il faut faire passer le message. Il ne faut pas attendre que la sensibilisation vienne de la télévision nationale ou de la radio nationale. Tout le monde soit concerné. Impliqué. Alors, on reste au-dessus de la barre des 214 cas pour aujourd'hui, 9 décès. Donc, la barre reste, ça reste en hausse. Le bilan reste en hausse. En dents de scie, donc il faut s'attendre peut-être à une augmentation d'ici les prochains jours. On va terminer sur la rentrée scolaire, puisqu'on va essayer de rassurer un petit peu les parents d'élèves. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire qui doit se faire mercredi 21. Il faut retourner à l'école, on est bien d'accord. Les enfants sont moins sujets à la maladie, il y a moins de complications pour les enfants. C'est surtout le personnel soignant ou les adultes qu'il faudra protéger. Si vous le permettez, juste une petite réaction concernant le chiffre. Donc là, on reste à la tendance haussière, on est à plus de 200. Ça veut dire qu'on reste dans cette confirmation donc de la hausse, parce qu'on était à 132 il y a une semaine, on est toujours à plus de 200. Et là, il y a des efforts en urgence à faire en termes de... Maintenant, pour l'école... C'est la fin, il nous reste quelques secondes, on doit terminer. Pour l'école, nous rassurons donc les parents, les enfants doivent partir après 7 mois d'interruption. Il faudrait que les parents les accompagnent, les rassurent, ils l'ont déjà fait chez eux. Et les parents ne craignent pas aussi pour la santé de leurs enfants. Moi aussi, je pense que des acquis ont été, les réflexes ont été acquis pendant cette période. Les enfants maintenant ont compris qu'il faut se laver les mains, Merci, on arrive au terme de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir éclairés sur la situation sanitaire actuellement en Algérie. Très bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci.